de la matinée, nous allons d'abord avoir le plaisir d'écouter Arnaud d'Argenbaud, qui est chercheur au département de psychologie de l'Université de Liège, et plus particulièrement travaille dans l'équipe de psychologie et neuropsychologie cognitive. Je suis philosophe moi-même, mais j'ai beaucoup lu ce qu'il a écrit. C'est vraiment un acteur important dans la littérature sur le voyage mental dans le temps. Il y a beaucoup de papiers, notamment sur la phénoménologie du voyage mental dans le temps. Donc c'est une grande chance et un grand plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui, Arnaud. Donc tu as la parole. Merci. Merci Denis pour cette introduction et je remercie également Karine et les organisateurs de cette journée. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être parmi vous pour cette journée de voyage. Donc, on a déjà parlé pas mal de ce qu'est le voyage mental dans le temps. Je vais vous donner une définition assez simple de ce que j'entends par là. En fait, c'est notre capacité à nous extraire temporairement de notre environnement perceptif immédiat pour construire des représentations mentales d'événements qui ne sont pas présents. Alors, on est capable de voyager mentalement dans le passé, se souvenir de nos expériences plus ou moins lointaines, et aussi on peut se projeter dans le futur, imaginer toutes sortes de situations qui pourraient s'y produire. En tant qu'être humain, notre comportement ne dépend pas uniquement de notre environnement actuel, mais est guidé par ce voyage mental dans le temps. Il oriente nos décisions, notamment notre production, guider nos choix, nos décisions et notre comportement. Alors, ce que je voudrais faire dans cet exposé, c'est de vous décortiquer quelle est l'architecture cognitive qui permet ce voyage mental dans le temps. Quelles sont aussi ses bases cérébrales. L'idée que je voulais développer, c'est que le voyage mental repose essentiellement sur deux systèmes représentationnels. Un système qui permet de construire des représentations mentales d'événements qui ne sont pas présents. Vous voyez ici en bas, c'est un système qui implique, comme on le verra, essentiellement de l'imagerie mentale. Mais voyager mentalement dans le temps, c'est aussi pouvoir situer cette représentation mentale dans notre histoire de vie. Donc un deuxième système représentationnel, c'est ce qu'on appelle un système de connaissances autobiographiques, qui vont constituer une espèce de ligne de temps personnelle au sein de laquelle on va pouvoir situer les événements non présents qu'on imagine ou qu'on se remémore à un moment donné. Alors avant de détailler cette architecture cognitive, je voudrais vous donner un bref aperçu, tout d'abord, des recherches qui montrent qu'il y a un lien étroit entre le voyage mental dans le passé et dans le futur. Bon, on l'a déjà évoqué, mais on sait que la mémoire joue un rôle important dans notre capacité à nous projeter dans le futur, notamment la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Ce qui concerne le rôle de la mémoire épisodique, tout d'abord, il y a des données qui montrent que les patients qui ont des problèmes de mémoire épisodique, comme c'est le cas par exemple de patients avec lésions hippocampiques, mais c'est le cas aussi dans d'autres populations, dans la maladie d'Alzheimer, dans certains troubles psychiatriques comme la dépression, la schizophrénie, eh bien on voit que ces patients ont non seulement des difficultés à se remémorer des événements précis, spécifiques qu'ils ont vécu dans le passé, mais ils ont aussi des difficultés à se projeter dans le futur et imaginer des situations précises qui pourraient s'y produire. Donc ce qui montre bien qu'il y a un lien et une contribution de la mémoire épisodique à notre capacité à nous projeter dans le futur. On a évoqué aussi dans les exposés précédents, sous base de la neuroimagerie fonctionnelle, qu'un réseau particulier, le réseau du mode par défaut, s'active lorsqu'on demande à des personnes, d'une part, à voyager mentalement dans le passé, se souvenir d'événements précis qu'ils ont vécus, mais aussi, ce même réseau s'active lorsqu'on imagine des événements futurs. À nouveau, donc, ce qui appuie l'idée qu'il y a un lien étroit entre les deux. Alors, il y a des travaux aussi de psychologie cognitive qui ont montré que les propriétés des événements qui vont moduler les caractéristiques de nos souvenirs, eh bien, ces propriétés vont moduler aussi de la même manière nos représentations d'événements futurs. Par exemple, dans certains travaux, on a examiné l'influence de la distance temporelle ou de la valence émotionnelle des événements sur la vivacité avec laquelle on représente ces événements. Et on voit que, bon, en moyenne, les événements passés sont représentés de manière plus détaillée que les événements futurs, mais la distance temporelle et la valence affective a un effet semblable pour les deux types d'événements. Donc, ce qui appuie aussi l'idée qu'il y a quelque chose, des mécanismes communs en jeu dans la remémoration du passé et dans l'imagination du futur. Et enfin, il y a des travaux aussi
concernant le développement cognitif qui montre que les capacités à se remémorer des événements passés et imaginer des événements futurs émergent plus ou moins à la même période au cours du développement, environ aux alentours de 3 ans, entre 3 et 5 ans. Bien, donc contribution de la mémoire épisodique, mais la mémoire sémantique, nos connaissances générales sur le monde, et en particulier nos schémas d'événements, nos scripts d'événements, on a des connaissances sur comment un événement se déroule de manière typique. Quand on va au restaurant, par exemple, on sait qu'on va être assis à une table, on va recevoir un menu, on va commander à manger, on va recevoir un plat, etc. Donc on a une connaissance générale sur le déroulement des événements. Quand on imagine des événements futurs, bien, on va aussi utiliser ce type de connaissances sémantiques. On n'imagine pas des choses qui sont complètement déconnectées du déroulement habituel des événements. Et ce rôle de la mémoire sémantique est notamment mis en évidence chez les patients qui ont des troubles de la mémoire sémantique, dans la démence sémantique. On voit qu'il y a une capacité largement préservée de se remémorer des épisodes précis du passé, mais par contre, les patients ont des difficultés à imaginer des événements futurs détaillés. Et cette difficulté corrèle avec la détérioration de la matière grise dans des régions dont on sait qu'elles sont importantes en mémoire sémantique, comme le lobe temporel antérieur. La neuroimagerie fonctionnelle montre aussi cette contribution de la mémoire sémantique, dans le sens où, vous voyez ici une méta-analyse de toute une série de tâches qui impliquent la mémoire sémantique, et on voit que en fait, les régions cérébrales sont très largement semblables à celles que l'on a vues précédemment et impliquent ce fameux réseau par défaut. Donc, ce qui montre qu'il y a aussi une contribution de la mémoire sémantique dans le voyage mental. Donc, l'ensemble de ces données et d'autres données ont amené des chercheurs à émettre l'idée que, en fait, les systèmes de mémoire épisodique et sémantique, c'est ce qui nous fournit les informations qu'on va utiliser pour pouvoir construire des représentations mentales d'événements futurs. C'est une idée qui a été mise par Sperndorf et Corbalis, ce sont un des premiers qui ont émis cette idée. Schachter et Addis ont proposé une hypothèse qu'on a évoquée aussi tout à l'heure de construction de simulation épisodique, selon laquelle en fait la mémoire épisodique, pour imaginer des événements futurs, on va extraire des informations de nos expériences passées, des détails par rapport à des lieux qu'on a rencontrés, des personnes, etc. Et on va les recombiner pour créer des représentations mentales, même d'événements nouveaux qu'on n'a jamais vécus en tant que tels. Et ce faisant, la mémoire sémantique, c'est ce qui va nous donner le cadre conceptuel qui nous permet de construire des représentations futures qui sont cohérentes par rapport à ce qu'on connaît de nos schémas, nos scripts d'événements, etc. Donc voyager mentalement, c'est construire un événement qui n'est pas actuellement présent. Pour ce faire, on puise des détails de nos expériences passées, par rapport à des lieux, des personnes, des objets, etc. Et on va lier ces détails de manière cohérente sur base de nos connaissances sémantiques, ce qui nous permet d'imaginer des événements qu'on n'a pas vécus nécessairement en tant que tels. Par exemple, je pourrais très bien imaginer jouer au football dans un parc avec un ami, alors que je n'ai jamais été dans ce parc avec cet ami-là. Bien, maintenant, cette construction d'événements non présents sur base d'éléments épisodiques et sémantiques, c'est un élément impliqué dans le voyage mental, mais est-ce suffisant ? Non, en fait, c'est un processus de construction d'événements qui est impliqué dans tout acte d'imagination, et pas uniquement dans le fait de voyager mentalement dans le temps. C'est impliqué aussi dans le fait d'imaginer des événements fictifs. Si je vous demande par exemple d'imaginer que vous êtes sur une plage sous les tropiques, allongé, en train de siroter un cocktail par exemple. Si vous faites l'effort, vous allez pouvoir construire vraisemblablement une image mentale de cette scène, voir la plage, éventuellement même goûter le cocktail, etc. Donc vous construisez une représentation mentale d'un événement qui n'est pas présent, mais vous n'allez pas nécessairement percevoir cet événement comme étant quelque chose qui va se produire dans votre futur. Mais par contre, si vous l'envisagez comme quelque chose qui pourrait se produire lors des prochaines vacances que vous avez prévues aux Bahamas, dans 6 mois par exemple, bien là vous allez peut-être avoir le sentiment de vous projeter dans le futur. Donc en fait, voyager mentalement dans le temps, ça va nécessiter aussi donc de localiser, situer les événements qu'on représente dans notre histoire de vie personnelle.
Et les travaux, notamment de Martine Conway sur la mémoire autobiographique, ont montré que nos souvenirs autobiographiques, c'est non seulement la représentation d'un événement spécifique, donc quelque chose qu'on a vécu à un moment donné dans le passé, mais ça implique aussi des connaissances plus générales sur la structure, l'organisation de notre vie personnelle, qui va permettre de lier les souvenirs entre eux, de les organiser et aussi de les localiser dans le temps. Et en fait, ces connaissances autobiographiques, par exemple, on a des connaissances générales sur les grandes périodes de notre vie. Quand j'étais à l'école primaire, quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, etc., quand je vivais à tel endroit ou avec telle personne. On a des représentations générales de ce qui était commun à différents éléments, type d'activité, les lieux qu'on fréquentait, etc., à ces grandes périodes de notre vie. Et au sein de ces périodes de vie, on a aussi des représentations d'événements généraux qui ont fait partie de ces périodes. Et en fait, un souvenir, c'est toujours non seulement une image mentale se rapportant à un événement spécifique du passé, mais ça implique aussi ces connaissances qui vont permettre de localiser dans notre histoire de vie. Prenons un exemple d'un souvenir personnel d'enfance. J'ai une image mentale d'une plage où je vois que j'étais en train de construire un château de sable. Mon souvenir, il consiste non seulement dans cette image mentale, mais aussi j'ai la connaissance que en fait, c'est un événement qui s'est produit lors d'un week-end à la côte belge avec mes grands-parents quand j'étais à l'école primaire. Et donc c'est cette connaissance sémantique autobiographique plus générale qui permet de localiser mon souvenir dans mon histoire de vie. En fait, de la même manière, on a des représentations générales de notre futur, des attentes, des buts généraux, qui vont structurer le voyage mental dans le futur. Et dans une série de recherches, on s'est intéressé au rôle de ces connaissances autobiographiques dans le voyage mental dans le futur. Alors tout d'abord, on a examiné dans quelle mesure ces connaissances autobiographiques sont utilisées pour construire le voyage mental. Et donc pour étudier ce processus, ce qu'on a fait, c'est proposer à des participants, donc d'une part, de se remémorer des événements passés, des événements spécifiques, donc quelque chose qui s'est produit à un jour donné, dans un contexte donné, etc., ce qu'on appelle un souvenir spécifique. Et on leur demandait aussi d'imaginer des événements spécifiques qui pourraient se produire dans le futur, en réponse à différents indices, comme par exemple, imaginer un événement spécifique en lien avec le mot vacances. Vous pourriez imaginer, par exemple, visiter, si vous avez prévu d'aller en vacances en Italie, visiter la tour de Pise, etc., vous imaginez cette situation. Ça peut être d'autres indices comme amis, etc. Et donc ce qu'on a fait en fait dans cette étude, c'est demander aux personnes de verbaliser tout ce qui leur venait à l'esprit alors qu'ils s'engageaient dans ce voyage mental. Et ce qui nous intéressait, c'est de voir au cours du temps quels sont le type de représentation que les personnes vont activer. Est-ce qu'elles vont directement accéder à un événement spécifique, donc quelque chose qui se produit un jour donné particulièrement, ou est-ce qu'elles vont d'abord penser à des connaissances autobiographiques plus générales, telles que j'ai évoquées. Et en fait, on voit que c'est le cas très souvent, quand on voyage mentalement dans le temps, dans ce type de tâche, on ne va pas accéder directement à un événement spécifique, mais on va d'abord accéder à des connaissances autobiographiques plus générales. Alors pour vous donner un exemple concret, voici un exemple de rapport verbal par un participant de cette expérience. Et ici, c'est un exemple pour un événement futur que la personne devait construire en réponse à l'indice ou au mot indice ami. Donc la personne dit ami, ça me fait penser à certains de mes amis, et à Gilles en particulier. Il y a une pause, puis il dit Gilles est allé au Canada et aimerait y retourner. J'ai l'intention d'y aller avec lui, de visiter l'Amérique du Nord. J'aimerais vraiment y aller, ça pourrait être dans 3 ou 4 ans, car je dois d'abord faire des économies. Nous commencerons par la côte est du Canada et irions ensuite sur la côte est des États-Unis. Nous louerions une voiture et nous rendrions visite à des amis là-bas. Ça reste à planifier en détail, mais comme j'ai dit, nous avons des amis là-bas. Mon ami Daniel vit là-bas, sur la côte est près de New York. J'aimerais vraiment lui rendre visite un jour pendant notre voyage. Je m'imagine arriver devant chez elle, j'imagine la serrer dans mes bras après tout ce temps que nous ne sommes pas vus. Vous voyez ici, dans cet exemple, on voit clairement que la personne a d'abord accédé à des connaissanses générales, une information sémantique personnelle, penser à ses amis, sélectionner un ami en particulier, puis ensuite penser à un événement, ce qu'on appelle général, donc quelque chose qui passe sur une période de temps prolongée, donc un voyage en Amérique du Nord, et seulement dans un troisième temps, accéder à un événement spécifique. Donc ces données suggèrent que en fait, nos connaissances autobiographiques vont guider le voyage mental, et c'est ce qui va nous permettre de construire des représentations d'événements spécifiques qui sont cohérentes par rapport à notre histoire de vie.
Alors, dans d'autres études, on a montré que ces connaissances autobiographiques, c'est ce qui permet aussi d'organiser le voyage mental. En fait, nos souvenirs sont rarement représentés de manière isolée les uns des autres. Souvent, ils vont former des réseaux de souvenirs, qu'on appelle des clusters autobiographiques, en fonction de leur thème ou de séquences d'événements. Vous avez ici, par exemple, un réseau de différents événements qui sont liés au fait de partir en vacances, faire ses bagages, prendre l'avion et se retrouver sur la fameuse plage que je vous ai demandé d'imaginer. Alors, on s'est intéressé de voir dans quelle mesure nos projections futures sont également organisées dans ce type de cluster autobiographique. Pour ce faire, ce qu'on demande, c'est aux personnes de produire des paires ou des chaînes d'événements futurs. Donc la tâche est la suivante. Tout d'abord, on va lui demander d'imaginer une série d'événements futurs en réponse à des indices. Ici, par exemple, l'indice vacances. Et la personne va produire un événement spécifique. Donc, j'imagine visiter la tour de Pise. Donc, j'imagine une série d'événements futurs par rapport à différents indices, comme vacances, amis, travail, des choses comme ça. Et ensuite, on reprend chacun des événements futurs qui ont été imaginés et on leur demande d'associer un deuxième événement que lui évoque ce premier événement futur. Alors, ça pourrait être, ici, la personne dit je m'imagine manger un spaghetti aux fruits de mer sur la côte. Et ensuite, on va reprendre les paires de chaque événement et on va demander aux personnes de dire en quoi ces deux événements sont liés. L'idée sous-jacente étant que la manière, les caractéristiques qui lient ces deux événements nous informent sur comment ils sont organisés au sein du système cognitif. Alors, ils pourraient être liés pour différentes raisons. Soit parce qu'ils font partie d'un événement général commun, comme c'est le cas ici, ces deux événements spécifiques font partie d'un même événement général qui serait un voyage prévu en Italie. Donc c'est ce qu'on appelle des clusters autobiographiques. Mais les événements pourraient très bien être liés pour d'autres raisons. Par exemple, ils pourraient se produire dans le même lieu, impliquer le même type d'activité, les mêmes personnes, etc., mais sans nécessairement faire partie du même thème ou du même événement général. Et en fait, lorsqu'on regarde la proportion d'événements qui impliquent ce type de cluster autobiographique, on voit que c'est la très grosse majorité des événements. Environ 80% des événements impliquent ce type de cluster autobiographique, font partie d'un événement plus large où ils ont des relations causales entre eux, etc. Alors, troisième rôle des connaissances autobiographiques. Donc, premier rôle, ça guide la construction des événements. Deuxième, ça les organise, ça les lie entre eux, ça les organise en cluster autobiographique. Et les connaissances autobiographiques, c'est ce qui nous permet aussi de localiser les événements dans le temps. Les recherches sur les aspects temporels de la mémoire, en particulier la mémoire autobiographique, ont montré que pour la plupart des événements, l'aspect temporel n'est pas une propriété intrinsèque du souvenir. En fait, on connaît la date de certains événements, mais souvent la date n'est pas, le souvenir n'est pas étiqueté avec une date particulière. Bien souvent, on va devoir essayer de retrouver, reconstruire et inférer la date des événements. Et pour ce faire, on va souvent utiliser nos connaissances générales sur les grandes périodes de notre vie. Dire, oui, ça se passait quand j'habitais à tel endroit, donc ça devait être plus ou moins entre telle et telle année, etc. Et progressivement, à partir de ce type de connaissances générales sur notre vie, on va essayer de spécifier la date des événements. Donc, pour étudier ce processus de localisation temporelle, ce qu'on a fait, c'est de demander à des personnes, d'une part, d'imaginer une série, enfin, de se remémorer une série d'événements passés, d'autre part, d'imaginer une série d'événements futurs. Et ensuite, on les reprenait un par un, et on leur demandait d'essayer de déterminer de la manière la plus détaillée possible la localisation temporelle, donc la date de l'événement. Et on leur demandait de verbaliser tout ce qui leur passait par l'esprit lorsqu'ils faisaient cette tâche. Ce qu'on constate tout d'abord, c'est que, comme c'était le cas dans d'autres études préalables pour la remémoration des passés, l'accès direct à la date, donc le fait qu'il y ait une étiquette temporelle associée au souvenir, ça se produit seulement pour une minorité d'événements, environ 30%, entre 25 et 30% des événements. Alors c'est le cas pour les événements passés, mais c'est le cas aussi pour les événements futurs. On connaît la date de certains événements planifiés, etc., donc on a accès directement à cette date. Et bien souvent, lorsqu'on cherche à localiser
les événements dans le temps, on n'a pas accès directement à cette date, on va devoir raisonner sur base d'autres informations. Et souvent, on va utiliser nos connaissances sur des grandes périodes autobiographiques de notre vie. C'est ça vraiment le type de connaissances qui est utilisé le plus fréquemment. Alors, quatrième rôle des connaissances autobiographiques, c'est qu'elles vont moduler notre expérience subjective, nous donner le sentiment de nous projeter dans le futur. Et en particulier, ce qu'on appelle la croyance en l'occurrence, c'est-à-dire le sentiment que ce qu'on imagine va ou non se produire dans le futur. Donc, je vous ai demandé tout à l'heure d'imaginer une scène où vous vous trouvez sur une plage. Probablement, votre croyance en l'occurrence était faible. Vous n'avez pas eu l'impression vraiment de vous projeter dans le futur en imaginant cet événement. Sauf si vous l'avez connecté au fait que vous alliez partir en vacances et que c'est quelque chose qui pourrait se produire lors de ces vacances, par exemple. Alors, en fait, cette croyance en l'occurrence, c'est aussi une propriété de nos souvenirs. C'est-à-dire, pour la plupart des souvenirs, vous avez une sorte, ce dont vous mémorez, vous avez l'impression que ça s'est réellement produit dans le passé. Mais en fait, des études ont montré que la recollection, donc le sentiment de se remémorer un événement passé, et la croyance que ça s'est réellement produit, sont dissociables dans certains cas. Il y a des souvenirs qu'on appelle des souvenirs désavoués, des souvenirs auxquels on ne croit plus, c'est-à-dire qu'on a eu, pour différentes raisons, de l'évidence qui nous montrait que ce dont on se souvient en fait ne s'est pas réellement produit. Prenons un exemple concret, une personne, lors d'un repas de famille, va raconter, vous vous souvenez quand j'étais enfant, je suis tombé de l'arbre chez votre maman et que je m'étais cassé le bras. Et puis la mère de la personne va dire, mais non, c'était pas toi, c'était ton frère. Ben, si, c'était moi, etc. En regardant les albums photos, il s'avère qu'effectivement, on voit le frère qui avait le bras cassé par la personne. Donc finalement, la personne va continuer à avoir ce souvenir, mais en fait, il n'y croira plus. C'est bien que c'est quelque chose qu'elle a reconstruit, parce que ça a été démenti par la famille et ici des preuves matérielles comme la photo. Bref, tout ça pour dire que nos souvenirs, comme nos projections futures, sont associés à des degrés de croyance en l'occurrence. Alors évidemment, pour le futur, vous allez me dire, mais là on sait bien que ce qu'on imagine ne s'est pas encore produit, donc quelle est la croyance en l'occurrence? D'accord, mais si vous y réfléchissez, vous avez quand même un sentiment plus ou moins important, évidemment c'est sur un continuum, que quand vous imaginez quelque chose, vous avez vraiment le sentiment que ça va se produire ou pas dans le futur. C'est ça qu'on appelle la croyance en l'occurrence. Alors on peut la mesurer sur base d'un questionnaire, donc on a réalisé une étude de validation d'un questionnaire qui permet de la mesurer, où on montre que c'est une dimension des représentations mentales qui sont différentes d'autres dimensions, comme par exemple la richesse spatiale des représentations. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que cette croyance en l'occurrence, elle est largement déterminée par le fait que ce qu'on imagine va être intégré et va être consistant avec nos connaissances autobiographiques générales. Parce qu'il va être lié à d'autres événements qu'on anticipe, ça va être cohérent par rapport à nos caractéristiques personnelles, nos buts personnels, etc. Et si vous demandez à des personnes de justifier pourquoi ils ont l'impression que certains événements futurs qu'ils imaginent vont ou pas se produire dans le futur, bien très souvent ils vont le justifier en mettant l'événement imaginé en lien avec d'autres événements qui sont prévus, en lien avec leurs caractéristiques personnelles, etc. Alors cette croyance en l'occurrence future, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est non seulement une caractéristique subjective des représentations mentales, mais aussi elle influence nos décisions et notre comportement. De manière générale, on a tendance à préférer des récompenses immédiates par rapport à des récompenses qui sont plus lointaines dans le temps. C'est ce qu'on appelle le phénomène de dévaluation temporelle. Si par exemple, on peut l'étudier dans des tâches où on demande à des personnes de faire des choix par rapport à deux possibilités de récompense monétaire. Par exemple, est-ce que vous préférez recevoir 80 € maintenant ou 100 € dans un mois? Vous voyez qu'il y a un choix où il y a une somme plus importante, mais il faut attendre. Et en manipulant les montants impliqués et la distance temporelle, on peut calculer un taux de dévaluation temporelle qui mesure dans quelle mesure on va préférer donc, les récompenses immédiates plutôt que les récompenses à plus long terme. Donc, de manière générale, on a tendance à préférer les récompenses immédiates, mais des recherches ont montré que lorsqu'on se projette dans le futur, et si on imagine des événements futurs
avant de faire ce type de tâche, eh bien, ça va réduire cette tendance. On va faire des choix qui sont plus avantageux à long terme. Mais en fait, ce qu'on a montré récemment, c'est que ça dépend de la croyance, en l'occurrence, des événements futurs qu'on imagine. Donc, ce qu'on a fait dans une étude, c'est de répartir les participants en 3 groupes. Un groupe de participants, avant de faire la tâche d'évaluation temporelle, ils devaient imaginer des événements futurs qui leur paraissaient certains, donc qui étaient associés à une forte croyance en l'occurrence. Un second groupe, ils devaient imaginer des événements futurs qui leur paraissaient incertains, donc associés à une plus faible croyance en l'occurrence. On avait un groupe contrôle aussi où ils devaient représenter des événements assez récents. Et ensuite, donc, on leur proposait la tâche d'évaluation temporelle. Donc, ce qu'on constate, c'est que, effectivement, comme ça a été montré dans des études préalables, le fait d'imaginer des événements futurs par rapport à la tâche contrôle amène à faire des choix plus avantageux à long terme, mais c'est le cas uniquement lorsqu'on imagine des événements futurs qui paraissent certains. Ce n'est pas le cas quand ces événements futurs paraissent incertains. Donc, ce qui montre bien que cette croyance en l'occurrence, finalement, joue un rôle aussi dans le fait de moduler nos prises de décision et nos choix. Alors maintenant, pour qu'elle soit utile pour guider notre prise de décision, notre comportement, la croyance en l'occurrence doit refléter dans une certaine mesure ce qui va effectivement se produire dans le futur. Évidemment, on n'est pas devin, on ne peut pas prédire de manière certaine ce qui va se produire dans le futur, mais c'est quand même intéressant de voir dans quelle mesure, subjectivement, ces degrés de croyance en l'occurrence, est-ce qu'ils correspondent à ce qui va réellement se produire dans le futur. Donc on a examiné cette question de manière assez simple, en demandant à des personnes d'imaginer une série d'événements futurs qui pourraient se produire dans le mois prochain, et pour chaque événement, ils devaient évaluer sur une échelle donc le degré de croyance en l'occurrence de l'événement. Et ensuite, après un mois, on les recontactait, on leur demandait de dire quels sont les événements qui sont produits et quels sont ceux qui ne se sont pas produits. Ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, la croyance en l'occurrence permet, dans une certaine mesure, enfin de manière statistiquement significative, de prédire l'occurrence réelle des événements. Donc, elle semble sensible à ce qui va effectivement se produire, mais ce qui évidemment est important si on veut utiliser cette croyance pour pouvoir guider nos choix et notre comportement. Donc, pour résumer ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, donc le voyage mental nécessite non seulement de représenter un événement non présent, donc sur base d'informations épisodiques sémantiques, mais aussi de l'intégrer à nos connaissances autobiographiques plus générales, ce qui nous permet de le situer, cet événement, dans notre histoire de vie. Et je vous ai présenté une série d'études qui montrent que ces connaissances autobiographiques guident la construction des événements, permettent de les lier entre eux, de les organiser en thèmes et en séquences, de les localiser dans le temps, et c'est ce qui va aussi nous donner l'impression que ce qu'on imagine va ou non se produire dans le futur en fonction de leur consistance par rapport aux connaissances autobiographiques. Bien, donc, pour rendre compte de ces données, nous avons proposé le cadre théorique suivant, donc qui conçoit, comme je l'ai évoqué, le voyage mental comme impliquant essentiellement 2 systèmes représentationnels. Donc le premier, qui permet de simuler des événements non présents, donc c'est un système qui est basé essentiellement sur l'imagerie mentale, et pour la plupart des gens de l'imagerie visuelle, et qui permet en fait de simuler mentalement des contenus expérientiels qui ne sont pas présents. Donc sa fonction principale, c'est de nous dire en fait qu'est-ce que ça ferait d'être, de vivre telle situation qui n'est pas présente. Et ce système de simulation, selon notre conception, en lui-même, il est atemporel. C'est-à-dire que les événements qu'on simule ne sont pas en soi localisés dans le temps. Ce qui va leur donner une localisation temporelle, c'est le fait de les lier à des connaissances autobiographiques plus générales. Et donc, ces connaissances, elles, alors que le système de simulation implique surtout l'imagerie mentale, elles sont organisées en un format représentationnel essentiellement propositionnel, donc basé sur le langage, et vont, ce qui permet d'organiser, séquencer les événements, et en fait, vont nous donner une structure de notre histoire de vie en couches temporelles qui ont en couches de connaissances qui ont des échelles temporelles différentes. Donc au plus haut niveau de l'hiérarchie, on a des connaissances sur des grandes périodes de notre vie, donc qui se mesurent en années, et au sein de ces périodes, on a des représentations des événements généraux, des événements plus ou moins étendus dans le temps, mais souvent qui durent plusieurs jours, plusieurs semaines, etc., au sein de ces périodes de vie.
Et cette connaissance, cette base de connaissances autobiographiques, elle inclut aussi des connaissances propositionnelles, conceptuelles sur l'occurrence d'événements spécifiques. Donc on propose ce format représentationnel simplement pour rendre compte du fait qu'on peut penser à un événement spécifique sans le simuler mentalement. Je sais par exemple que j'ai un congrès prévu début décembre à York, donc c'est une connaissance conceptuelle, propositionnelle par rapport à un événement spécifique qui se passe un jour donné. Je n'ai pas besoin de le simuler mentalement. Ce qui va en fait faire le voyage mental, ça va être de lier ces deux systèmes, de pouvoir intégrer les simulations d'événements au sein des connaissances autobiographiques plus générales. Alors ces connaissances autobiographiques, en fait, leur format propositionnel, c'est ce qui nous permet aussi de voyager dans le temps de manière rapide, à différentes échelles temporelles. De manière métaphorique, on pourrait considérer qu'on peut parcourir ces connaissances de manière horizontale, par exemple quand on passe en revue mentalement les grands chapitres de notre vie, quand j'étais à l'école primaire, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, etc. Ou alors quand on considère des événements spécifiques qui font partie d'un événement plus général, comme par exemple penser à différents lieux qu'on pourrait visiter lors de vacances. On peut parcourir aussi cette base de connaissances de manière verticale. Par exemple, lorsqu'on pense à une grande période de vie et qu'on zoome en quelque sorte sur cette période pour essayer d'identifier un événement spécifique qui s'est produit lors de cette période. J'ai pris tout à l'heure l'exemple quand j'étais à l'école primaire et je me souviens d'un événement spécifique qui s'est produit lors d'un week-end à la mer du Nord avec mes grands-parents. Mais ce qui va donner vraiment l'impression de voyage mental, c'est le fait d'intégrer la synergie entre la simulation d'un événement et le fait de le situer au sein des connaissances autobiographiques plus générales. Alors maintenant, quelles sont les bases cérébrales de ce voyage mental? On en a déjà parlé à plusieurs reprises durant cette matinée, mais on sait que le voyage mental implique un réseau spécifique, le réseau du mode par défaut, que voici, qui est impliqué non seulement dans le voyage mental délibéré, mais aussi dans le voyage mental spontané. On a aussi évoqué ce matin, je ne vais pas revenir sur cette question. Mais selon notre conception, en fait, différentes sous-régions de ce réseau par défaut sous-tendent les deux systèmes représentationnels, donc la simulation d'événements et les connaissances autobiographiques. Alors l'idée générale, c'est que la simulation d'événements va impliquer plutôt des régions postérieures du réseau, comme le cortex singulaire postérieur, le cortex rétrosplénial, le prééquinéus, dont on sait qu'ils sont impliqués dans le fait de construire des représentations mentales de scène, d'intégrer différents éléments dans un contexte spatial cohérent. Alors que les connaissances autobiographiques, elles, vont plutôt impliquer des régions plus antérieures, notamment le lobe temporel antérieur. Et selon notre conception, le cortex préfrontal médian jouerait un rôle important dans le fait d'intégrer ces différents niveaux de représentation, la simulation d'événements spécifiques avec des connaissances autobiographiques plus générales. Alors, quelles sont les données qui appuient ce modèle? Mais tout d'abord, il y a des recherches sur la mémoire autobiographique qui montrent qu'effectivement, lorsqu'on compare les régions cérébrales qui s'activent pour différents types de représentations autobiographiques, eh bien on voit que, ici c'est une méta-analyse de l'équipe de Pascal Pielino, qui ont regardé les régions cérébrales impliquées dans le fait de se remémorer des événements autobiographiques spécifiques. On voit que ça implique des régions postérieures du réseau par défaut, alors que des connaissances autobiographiques plus générales, plus sémantiques, impliquent des régions plus antérieures du réseau du mode par défaut. De manière intéressante, dans cette méta-analyse, la seule région qui s'activait de manière commune pour différents types de représentations, donc soit épisodiques, soit plus générales, les connaissances autobiographiques plus générales, c'était le cortex préfrontal médian, qui suggère que cette région pourrait jouer un rôle dans le fait d'intégrer les différents niveaux de représentation. De manière semblable, on a réalisé une méta-analyse, cette fois-ci dans le voyage mental dans le temps, dans le futur, où on voit que lorsqu'on regarde ce qu'il y a de commun à des représentations épisodiques du futur, donc simulation d'événements spécifiques, et des représentations de buts personnels plus généraux, plus abstraits, on voit qu'il y a aussi une activation commune dans le cortex préfrontal médian, avec l'idée que cette région pourrait être impliquée dans le fait d'intégrer des simulations épisodiques avec les connaissances autobiographiques plus générales.
Alors pour tester cette hypothèse de manière plus directe, on a réalisé une étude d'IRM fonctionnelle dans laquelle on s'est intéressé aux corrélats cérébraux des clusters autobiographiques que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, le fait que certains événements soient liés les uns aux autres en fonction de leur thème ou parce qu'ils font partie de séquences. Donc, ce qu'on a fait dans cette étude, c'est qu'on présentait aux participants dans le scanner des paires d'événements, alors qui étaient soit des paires d'événements futurs, soit des paires d'événements passés. Ces paires étaient constituées au préalable. On demandait aux personnes de récupérer toute une série d'événements passés, d'imaginer toute une série d'événements futurs. Et on agençait donc dans la tâche dans le scanner ces paires de telle sorte que pour certains essais, les deux événements présentés faisaient partie du même cluster autobiographique. Je reprends le même exemple que tout à l'heure, visiter la Tour de Pise, manger un spaghetti, ben, ils sont partie du même cluster parce que sont associés à un voyage prévu en Italie. Pour d'autres paires, ce qu'on faisait, c'est qu'on présentait des événements qui partageaient une caractéristique de surface, qui se produisent dans le même lieu, mais qui ne faisaient pas partie du même thème ou du même cluster autobiographique. Et enfin, on avait des paires où il y avait des événements qui étaient complètement non liés entre eux. Donc ce qu'on a constaté, c'est qu'en mesurant d'abord le degré d'activité entre ces trois types de paires d'événements, on voit que le cortex préfrontal médian s'activait davantage lorsque les événements faisaient partie d'un même cluster par rapport aux deux autres conditions. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est une analyse de connectivité fonctionnelle pour voir dans quelle mesure le cortex préfrontal médian interagit avec d'autres régions cérébrales au cours de la tâche. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une connectivité fonctionnelle, donc le cortex préfrontal médian interagissait davantage avec le lobe temporal antérieur lorsque les événements faisaient partie d'un même cluster autobiographique. Donc ce qui est assez cohérent avec l'idée que cette région pourrait intégrer les événements spécifiques avec des connaissances autobiographiques plus générales qui se situeraient dans le lobe temporal antérieur. Bien, alors maintenant dans la dernière partie de l'exposé, je voudrais faire un espèce de zoom sur une propriété du système de simulation épisodique, de simulation d'événements non présents. Donc comme j'ai indiqué, selon notre modèle, ces simulations, en tant que telles, elles sont atemporelles, dans le sens qu'elles ne sont pas situées dans le passé, présent ou dans le futur. Mais par contre, elles ont une structure temporelle interne. Elles représentent les événements comme se déroulant dans le temps. Cependant, nos souvenirs, ce n'est pas des enregistrements, c'est pas comme un enregistrement vidéo. En fait, on va résumer en mémoire les événements. C'est ce qu'on appelle le phénomène de compression temporelle des événements en mémoire épisodique. Par exemple, si vous essayez de vous souvenir d'un événement, par exemple le petit déjeuner que vous avez pris ce matin, même si vous essayez de vous en souvenir de la manière la plus détaillée possible, ça va vous prendre moins de temps que la durée réelle de l'événement dans le passé. Donc d'une certaine manière, le déroulement de l'événement va être compressé temporellement en mémoire. Et donc on a réalisé une série de recherches pour essayer de voir quels sont les mécanismes impliqués dans ce phénomène de compression temporelle. Donc pour ce faire, on a utilisé le paradigme suivant, où on propose aux participants de faire l'expérience d'une série d'événements. Alors ici, on leur propose un parcours sur le campus de l'Université de Liège. Vous voyez ici une photo satellite du campus. Et ils doivent aller à différents endroits et réaliser différentes actions à ces endroits. Par exemple, ils doivent aller poster un document dans tel bâtiment, ils doivent se rendre à une librairie pour acheter un journal à la cafétéria, pour boire, commander une boisson, etc. Et durant ces événements, ils portent un appareil photo ou une caméra portative qui va enregistrer le contenu des événements selon leur propre perspective. Donc à la première personne, vous voyez ici des exemples de photos ou de frames d'une vidéo qui représentent différents moments de l'événement. Et donc on va aussi avoir une mesure de la durée des différents événements qui sont produits lors du parcours. Ensuite, on va demander aux participants de rejouer mentalement certains événements dont ils ont fait l'expérience. Donc pour ce faire, en fait, on va les indicer avec des photos prises de leur parcours qui présentent le début
et la fin d'un événement. Par exemple, ici, la personne sort du bâtiment, du labo, donc c'est une photo juste après être sortie, et là, quand elle arrive près d'une librairie où elle doit aller chercher un journal. Et la tâche des participants, on va leur demander de fermer les yeux et d'essayer de rejouer mentalement de la manière la plus détaillée possible tout ce qui s'est produit entre ces deux moments, comme s'ils revivaient en quelque sorte l'expérience. Ensuite, on leur demande aussi d'estimer la durée. Ici, je ne vais pas insister là-dessus. Mais ensuite, après cette reconnaissance mentale, on leur demandait de décrire tout ce qui leur est venu à l'esprit lorsqu'ils se remémoraient l'événement, ce qui nous permet de coter certaines caractéristiques des souvenirs. Et donc, tout d'abord, pour essayer de quantifier le taux de compression temporelle des événements, ce qu'on a fait, c'est simplement rapporter la durée du souvenir, donc la reviviscence mentale, à la durée réelle de l'événement. Par exemple, si un événement a duré 3 fois plus longtemps que la durée nécessaire pour s'en souvenir, le facteur de compression serait de 3. Donc on a trouvé qu'en moyenne, les souvenirs des événements sont rejoués mentalement 8 fois plus rapidement que la durée réelle des événements. Mais ce taux de compression n'est pas constant, il varie selon le type d'événement qui est remémoré. Notamment lorsque les événements impliquaient des actions particulières à réaliser, comme par exemple dans la librairie, choisir le journal qu'on doit acheter, le payer, etc. Eh bien, l'événement est moins compressé, donc proportionnellement à sa durée réelle, il va prendre plus de temps pour se remémorer, par rapport au fait simplement de se déplacer dans l'espace, d'aller d'un endroit à un autre où il n'y a pas d'action particulière à faire, si ce n'est marcher évidemment. Et aussi, des moments où les personnes simplement étaient assises là à la cafétéria, il n'y avait rien de particulier à faire, ils devaient juste s'asseoir pendant quelques minutes à la cafétéria. Donc on voit qu'effectivement, il y a bien une compression temporelle des événements en mémoire et qui varie en fonction du type d'événement dont on se remémore. Maintenant, comment fonctionne exactement ce mécanisme de compression? Pour l'examiner, ce qu'on a fait, c'est examiner les rapports verbaux des souvenirs. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que les souvenirs, en fait, sont composés de tranches, segments d'expériences passées, qui sont organisées souvent de manière chronologique pour représenter le déroulement des événements. Mais ces tranches d'expériences passées vont être séparées par des discontinuités temporelles, comme si la personne sautait mentalement d'un moment à un autre sans représenter tout ce qui s'est produit entre ces deux moments. Donc, par exemple, la personne va dire ici, je me vois sortir du bâtiment, j'ai une image mentale de sortir du bâtiment, et ensuite je me vois au bout du chemin tourner à droite. Donc là, la personne décrit son parcours pour se rendre du labo à la librairie. Puis elle décrit quelques mètres plus loin, j'ai vu une étudiante qui traversait le passage pour piétons, etc. Donc en fait, ce qu'on va constater, c'est que les souvenirs sont constitués par une série de tranches d'expérience qu'on va appeler des unités d'expérience, et qu'il y a des discontinuités entre ces unités. C'est-à-dire que certaines parties de l'événement passé ne sont pas représentées, ils sont sautés mentalement en quelque sorte dans le souvenir. Alors, pour étudier ces discontinuités, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré donc, les descriptions verbales des souvenirs, et puis on les rejouait ensuite aux participants, alors qu'ils voyaient sur la vidéo le déroulement de l'événement réel, et pour chaque unité d'expérience, on leur demandait de stopper et de dire à quel moment correspond leur image mentale, la tranche d'expérience dont ils se remémorent. Alors, pour donner un exemple concret, je vous montre ici un exemple d'une vidéo qui a été réenchantillonnée à un frame toutes les secondes, simplement parce que ça donne moins l'impression d'être, de mouvement, d'être malade. Donc là, la personne sort du labo et va se rendre en fait à la librairie où elle doit acheter un journal. Donc là, bon, vous voyez, elle a parcouru un chemin. Je ne vais pas jouer tout le truc parce que ça prend plusieurs minutes, mais juste j'attends de voir. Vous allez voir un peu plus loin, la personne va apercevoir une étudiante là qui est, vous voyez, à gauche qui traverse un passage pour piétons et puis ça continue. Donc ça c'est l'expérience réelle telle qu'enregistrée par la caméra et que la durée correspond à la durée réelle même si ça a été pré-échantillonné. Et donc la personne quand elle se souvient de cet événement, ce qu'elle va décrire c'est qu'elle a une image mentale, elle se voit sortir du bâtiment, elle va choisir cette photo-là pour la caractériser.
Et ensuite, elle se voit directement au bout du chemin. Elle va choisir cette photo-là et l'autre après pour illustrer le fait qu'elle a la représentation de tourner, de prendre le chemin. Et ensuite, elle se voit directement en train d'apercevoir la personne donc, qui va traverser le passage. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs secondes entre ces différents moments d'expérience qui ne sont pas représentés dans le souvenir. Alors d'autres événements ont aussi une certaine discontinuité, mais qui sont beaucoup plus courtes. Ici, c'est un autre événement qui implique des actions à faire. Donc ici, la personne arrive, elle rentre dans la librairie, donc on lui demande d'acheter un journal particulier. Donc là, elle le cherche, mais elle ne le trouve pas directement. Donc elle va demander à l'employé où il est, qui lui indique, et donc elle va aller le sélectionner, puis elle retourne au comptoir pour le payer, donne l'argent, et puis on lui rend la monnaie, et puis la personne va simplement repartir et sortir. Et donc ici, la personne, quand on lui demande de caractériser les moments d'expérience dont elle se souvient, elle a une image mentale arrivée dans la librairie, de chercher le journal, de demander à la personne de sélectionner le journal, de donner un billet de 5 €, de récupérer l'argent et puis de sortir. Donc vous voyez ici, il y a aussi certaines discontinuités, mais qui sont beaucoup plus courtes que dans l'exemple précédent. Donc pour caractériser ce phénomène, ces discontinuités temporelles, ce qu'on a fait, c'est calculer quelle est la densité de tranches d'expérience qui sont remémorées par unité de temps de l'événement réel, par minute de l'événement réel. Et donc on voit, vous avez ces données ici, on voit qu'effectivement on se souvient beaucoup plus de tranches d'expérience par unité de temps des actions par rapport aux déplacements spatiaux et par rapport aux événements qui impliquaient d'être assis. Et on voit que cette densité d'unités d'expérience, c'est ce qui va prédire les taux de compression. Donc, plus on va se souvenir de tranches d'expérience passées, donc moins il y a de discontinuité, moins l'événement va être compressé temporellement en mémoire. Je ne sais pas combien de temps je dispose encore. Je commence à être un peu en retard, je vais accéder. Ouais. Ok, mais deux choses très brièvement. En fait, cette structure des représentations mentales, des simulations mentales d'événements, on la retrouve non seulement pour les souvenirs de l'événement passé, mais aussi lorsqu'on imagine des événements futurs. En fait, ici, ce qu'on a fait pour l'étudier, c'est qu'on a réalisé le même type d'étude, mais où le parcours était divisé en deux parties. Pour une partie, les personnes faisaient l'expérience d'une série d'événements puis se remémoraient. Par contre, pour une autre partie, on leur demandait d'imaginer à l'avance, de faire, de vivre les événements, les simuler mentalement, et ensuite ils le faisaient. Et on comparait à nouveau les durées des simulations mentales et la durée réelle. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que en moyenne, les événements futurs sont davantage compressés temporellement, donc sont plus résumés, mais par contre, les différences entre actions et déplacements spatiaux sont semblables. Donc ça suggère que les mécanismes qui déterminent le taux de compression sont communs pour les représentations d'événements passés pour les événements futurs. C'est le cas aussi au niveau des densités d'expérience. Donc, ces données suggèrent que lorsque on se remémore des événements passés, lorsqu'on imagine des événements futurs, on va représenter leur déroulement comme étant composé d'une série de tranches d'expériences, mais qui sont séparées par des discontinuités temporelles, ce qui nous permet en fait de les jouer mentalement de manière accélérée par rapport à leur durée réelle. Et pour terminer, je vais revenir sur les bases cérébrales, donc l'idée que les régions postérieures du réseau de mode par défaut sont impliquées dans ces simulations mentales. Ce qu'on a montré, c'est que en fait, cette structure temporelle des souvenirs s'explique aussi par la dynamique de l'activité cérébrale dans ces régions postérieures du mode par défaut. Bon, on sait que ces régions sont impliquées dans le fait d'encoder l'information en mémoire, notamment de segmenter le flux continu d'informations auxquelles nous sommes en unités qui font sens. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la segmentation d'événements. Et lorsqu'on a des frontières d'événements particulières, il y a des pics hippocampiques, ce qui suggère que ces modèles d'événements vont être encodés en mémoire. C'est ce qui forme en quelque sorte les unités qui composent nos souvenirs. Donc sur cette base, on s'est demandé dans quelle mesure la dynamique du réseau postérieur
par défaut postérieur, explique cette structure des souvenirs en termes d'unité d'expérience. Donc, dans le scanner, ce qu'on a demandé à des personnes, c'est de se souvenir à nouveau de segments d'un parcours, parce qu'ils avaient les yeux fermés, et on a comparé donc, la remémoration d'action, ce qui impliquait des unités d'expérience qui étaient plus fréquentes par rapport aux déplacements spatiaux. Et donc, ce qu'on a fait, pour vous expliquer assez brièvement, c'est de voir dans quelle mesure, en fonction de la remémoration d'événements qui impliquent plus ou moins d'unités d'expérience, la dynamique temporelle du réseau postérieur lors de la remémoration varie davantage. Donc, en fait, on a calculé simplement, si vous voulez, la similarité des patterns d'activation au cours du temps. Donc, à un moment donné, dans quelle mesure c'est similaire avec le moment suivant, etc. Et donc on a calculé cette similarité à la fois pour les actions, donc il y a plus d'unités d'expérience, et pour les déplacements spatiaux. Donc si on constate au niveau comportemental, à nouveau on réplique l'idée qu'il y a plus de densités d'expérience qui sont remémorées. Et on constate que dans les régions postérieures, eh bien, la similarité, donc les régions sont plus dissimilaires, donc les patterns d'activité changent davantage au cours du temps lorsqu'on se remémore des événements et des actions, donc parce qu'ils ont plus d'unités d'expérience par rapport à des déplacements spatiaux. Bien, donc pour résumer, le voyage mental, selon notre conception, repose sur une architecture cognitive qui permet d'une part de simuler des contenus expérientiels qui ne sont pas présents, mais aussi une base de connaissances photographiques qui permet de les situer sur une ligne de temps personnelle. En fait, ces systèmes représentationnels permettent de voyager à différentes échelles temporelles. Les simulations épisodiques, elles représentent le déroulement des événements, donc souvent à l'ordre de quelques minutes, comme une succession de tranches d'expérience, que j'ai appelées des unités d'expérience, souvent qui sont de l'ordre de quelques secondes. Mais cette représentation inclut des discontinuités temporelles, ce qui nous permet de rejouer les événements de manière accélérée. Les connaissances photographiques, par contre, nous permettent de voyager à des échelles beaucoup plus larges, de localiser les événements dans notre histoire de vie, entre de jours, de mois, d'années, etc. L'impression subjective du voyage mental, en fait, elle émergerait de la synergie de ces deux systèmes. Voilà, j'ai terminé, désolé, j'arrête de passer le temps, mais je voudrais d'abord remercier les gens de mon labo, d'anciens et doctorants actuels et postdoctorants qui ont participé à ces études, et je vous remercie de votre attention.